Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Chers amis, chers collègues, bonjour. C'est avec un très grand plaisir que je me retrouve parmi vous pour faire une présentation concernant les hémorragies génitales chez la femme au cours de l'activité ovarienne, c'est-à-dire en dehors de le jeune âge, avant la puberté et après la ménopause. Donc, les saignements utérins anormaux représentent jusqu'à un tiers de consultations en gynécologie. Ces saignements comprennent des règles abondantes, des saignements intermittents et des saignements prolongés. Alors, l'impact social de ces saignements est très important. Il peut être significatif, soit par rapport à l'absentéisme scolaire, l'absentéisme au travail, la vie sexuelle, et il peut aller jusqu'à l'anémie sévère qui cause d'hystérectomie dans pratiquement 70% des cas. Alors, les définitions des saignements utérins anormaux évoluent avec le temps. Ça a été fait en Nice en 2007 et ça a été défini comme lorsque une femme vit un changement dans les pertes menstruelles, l'importance de ces pertes ou le profil de saignement vaginal diffère de celui d'une population définie, selon l'âge. Ça a été modifié par l'American College de Gynécobstétrique en 2013. C'est un saignement d'origine corps-utérin anormal par rapport à la régularité, par rapport au volume, par rapport à la fréquence, la durée de ce saignement bien sûr en absence de la gestation. Alors, en dehors de l'âge de procréation, pour ne pas passer à côté, on définit les menstruations précoces survenant avant 9 ans. C'est associé ou pas à d'autres signes de puberté précoce. On a aussi les saignements post-ménopausiques qui définit un saignement survenant plus d'une année après la ménopause reconnue. Le saignement utérin post-ménopausique est un symptôme important en raison de sa fréquence association avec une pathologie utérine connue, structurelle, c'est-à-dire le cancer de l'endomètre. Alors, les saignements utérins aigus non liés à la grossesse ont été définis comme ceux dont le volume est suffisant pour nécessiter une intervention urgente. Pour les saignements chroniques, c'est des saignements survenant plus de 6 mois. Alors, 2 systèmes ont été créés par la Fédération internationale de gynécobstétrique, la FIGO, normalisent la terminologie, parce qu'il y a beaucoup de terminologies qui ne sont pas adaptées, et fournissent une approche systématique de l'évaluation de ces saignements utérins anormaux chez les femmes en âge de procréer. Alors, les appellations ont été évoluées avec le temps. On va retenir celles de 2011 et 2018. Celle de 2011, c'est le premier système, et le 2018, c'est le deuxième système. Pour le système FIGO 1, il comprend 4 paramètres de saignement menstruel avec une terminologie et des définitions pour les saignements qui ne sont pas normaux pour ces paramètres. En reprend, ils sont la régularité, la fréquence, la durée et le volume. Ces classifications, on les connaît tous. La fréquence des menstruations en jours, on peut définir le saignement fréquent, normal ou rare. Les limites normales, c'est entre inférieur à 24 et supérieur à 38 jours, qui définit le 5e et le 90e percentile. La régularité des menstruations qui vont aller de l'absence à l'irrégularité, la durée du flux en jours, prolongé, normal ou court, et le volume de ces pertes en millilitres. Plusieurs abréviations pour ces terminologies s'établissent. On a les troubles de la régularité, c'est-à-dire un saignement menstruel irrégulier, supérieur à 20 jours en longueur du cycle sur une période d'une année. L'absence de saignement menstruel, ce qu'on connaît sous le nom d'aménorrhée, c'est l'absence de saignement dans une période de 90 jours, et il est recommandé que le terme aménorrhée soit retenu, parce que d'autres terminologies ont été bannies. Pour ce qui est des perturbations de fréquence, on a les saignements menstruels peu fréquents, c'est l'oligoménorrhée. 1 ou 2 épisodes de saignement sur une période de 90 jours, c'est recommandé que le terme d'aménorrhée soit aboli aussi, d'oligoménorrhée. Les saignements menstruels fréquents,
supérieure à 4 épisodes sur une période de 90 jours, que les menstruations fréquentes et intermenstruelles et non saignements, c'est-à-dire irréguliers, occasionnels. Pour les perturbations dans la durée d'écoulement, on a les saignements menstruels prolongés, c'est-à-dire les menstruations supérieures à 8 jours, couramment associés à des saignements menstruels abondants et prolongés. Heavy and prolonged menstrual bleeding. Les saignements menstruels raccourcis, saignements pas plus de 2 jours, généralement de volume léger, rarement associés à une pathologie grave. Des fois, on les voit surtout dans le cas de Shinichi. Les saignements non menstruels irréguliers, fréquents, généralement c'est des épisodes occasionnels de troubles intermenstruels ou post-coïtaux, associés à des lésions du tractus génital, définis comme des épisodes irréguliers de saignement survenant entre les menstruations assez normales ou se produire autour de l'ovulation. Le système FIGO2, c'est le Palm Coin. Le but de cette classification est de classer, séparer et regrouper les étiologies de ces saignements utérins anormaux en structurels et non structurels pour une prise en charge optimale et une gestion plus spécifique. Ça permet de simplifier un petit peu le diagnostic étiologique de ces saignements. Elle aide à fonder les diagnostics différentiels et offrir des options thérapeutiques beaucoup plus efficaces. Alors cette classification Palm-Cohen, ce système nouveau, basé sur l'acronyme PALM, c'est-à-dire la paume de la main, et coin, c'est-à-dire une pièce de monnaie, a été adopté par la FIGO pour normaliser la nomenclature de ces saignements utérins anormaux, et il repose principalement sur les principes de l'éthiopathogynie. Alors, selon cette classification, on a 2 types, les causes structurelles et les causes non structurelles. Alors, pour les causes structurelles, elles sont mesurables visiblement par l'imagerie et l'histopathologie. Pour le PAN, on a le P qui correspond à polype, le A, c'est l'adénomiose, le L, c'est l'yomiome, c'est-à-dire le fibrome, et le M, c'est la malignité ou l'hyperplasie. Pour le coin, c'est-à-dire la pièce de monnaie, le C, c'est les anomalies de la coagulation, le O, c'est le dysfonctionnement de l'ovaire, le E, c'est les étiologies en rapport avec l'endomètre, le I, c'est-à-dire c'est en rapport avec une prise médicamenteuse, iatrogène, et N, c'est les étiologies non encore définies. Alors, on reprend surtout pour les causes non structurelles, parce que c'est un peu délicat. En ce qui concerne la coagulopathie, on définit l'origine congénitale, la plus connue et la plus fréquente, c'est la maladie de Van Willebrand, héréditaire ou acquise. Troubles de l'ovulation, allant de l'aménorrhée au saignement important. Les anomalies de l'endomètre susceptibles de se produire lorsque d'autres anomalies sont exclues en présence de fonctions ovariennes normales. Iatrogène, on peut avoir le dispositif intra-utérin, c'est-à-dire le stérilet, des traitements interférant avec la coagulation, c'est-à-dire une femme qui prend du Centron ou autre, et la prise de stéroïdes. Pour les inclassables, on cite actuellement les endométrites chroniques, les malformations artério-veineuses et les hypertrophies myométriales. Alors, par ordre de fréquence, quelles sont les causes les plus fréquentes concernant pour les causes structurales et non structurales? Alors, pour les causes des saignements utérins anormaux structurels, on a en premier lieu les fibromes. C'est la cause la plus fréquente. En deuxième lieu, c'est l'adénomiose. Troisième lieu, heureusement, c'est les lésions malignes et les hyperplasies. Et à la fin, c'est les polypes. Pour ce qui est des causes des saignements utérins anormaux non structurels, c'est le Cohen, c'est troubles de l'ovulation et le syndrome des ovaires polykystiques que vous allez avoir la chance d'entendre professeur Afri tout à l'heure. Les troubles de la coagulation, l'origine iatrogène, c'est-à-dire prise d'un médicament qui risque de perturber un petit peu la coagulation, des origines non encore classées et la pathologie endométriale en dernier lieu. Alors, ce qui concerne ce qu'on va présenter, c'est surtout les guidelines pratiques d'une société savante. On va passer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle recommande? Elle recommande pour le diagnostic et la conduite à tenir devant un saignement utérin de passer par une procédure assez structurée. D'abord, un bilan complet qui va commencer par un interrogatoire
bien détaillé à la recherche des antécédents menstruels, profil actuel de saignement, présence ou pas des douleurs, la prise contraceptive, c'est très important, prise médicamenteuse et s'il y a d'autres saignements excessifs. Les antécédents familiaux, d'autres problèmes de saignement et des facteurs, s'il y a des facteurs familiaux ou personnels de cancer gynécologique. On recherche aussi tout changement dans les règles qui entraînent une perturbation dans le mode de vie de cette patiente. L'examen physique doit être complet pour rechercher et évaluer les changements de poids significatifs, des prises ou des signes d'excès d'androgènes, par exemple l'apparition d'hirsutisme, d'acné ou d'alopécie, présence d'une hypertrophie ou des nodules thyroïdiens, et des signes qui pouvant suggérer un trouble de la coagulation, exemple, présence de pétichie ou ecchymose. Bien sûr, il faut qu'on établisse un petit peu ce score de IgA pour qu'on puisse évaluer de façon objective l'importance de ce saignement, parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors, pour l'interrogatoire, on a les caractéristiques des menstruations, on a dit la douleur, s'il y a dysménorrhée, dyspareunie, douleur chronique intermenstruelle, une prise médicamenteuse d'anticoagulants, de contraception hormonale, des anti-inflammatoires stéroïdiens, de tamoxifène ou des antidépresseurs, et des antécédents évocateurs d'une diathèse hémorragique, une polykystose, c'est-à-dire dystrophie ovarienne polykystique, ou une pathologie thyroïdienne. L'examen, l'évaluation préliminaire, c'est les signes de pâleur, de dysthyroïdie, prise de poids et le signe évocateur de ce polykystose ovarienne. L'examen abdominal, l'utérus s'il est palpable, pour voir le volume bien sûr, le spiculum à la recherche de lésions cervicales qui peuvent être tout simplement l'origine du saignement, les touchés pelviens pour apprécier la taille, le contour, la consistance de l'utérus ou d'une éventuelle masse latero-utérine. Bien sûr, le bilan biologique, il ne faut pas bilan global, un bilan biologique, l'imagerie, l'histologie endométriale et des examens spécifiques en fonction des cas. Pour ce qui est de la biologie, le bilan de laboratoire initial va dépendre de caractéristiques de ces saignements utérins anormaux, de l'âge de la femme bien sûr et des antécédents et de la finalité de l'examen physique. Une formule, un test de stimulation de la thyroïde, TSH, et s'il y a un dysfonctionnement ovulatoire suspecté, des tests hormonaux, on peut demander la FSH, l'œstrogène et la prolactine. Les tests ovulatoires doivent faire partie de ce bilan biologique, taux de saignement, le TP, le Wallbrand et le facteur 8. Les adolescentes, parce que c'est à cet âge-là qu'on va découvrir ce genre de pathologie chez elles, présentent des saignements menstruels de façon abondante en cas de pathologie de la coagulation, ou les femmes présentant des épistaxis ou des saignements de gencives qui sont fréquents, des ecchymoses faciles ou des hémorragies du postpartum. Concernant l'imagerie, l'échographie occupe une place très importante. Elle est utile pour évaluer les résultats anormaux d'un examen, ou si un examen adéquat ne peut être effectué en rapport avec l'obésité ou la douleur. Qu'est-ce qu'on va rechercher? La taille et la forme de l'utérus, à la recherche de la cause numéro 1, on a dit que c'est les fibromes, ou probablement 10 polypes. Les ovaires, la taille de ces ovaires pour le diagnostic de l'ovaire polykystique, présence de masse latero-utérine ou la présence de kystes multiples. L'endomètre, l'épaisseur de cet endomètre, mais pas utile, on le sait, chez les femmes en préménopause, en raison de cette épaisseur de l'endomètre qui varie tout au long du cycle menstruel. On a aussi un examen très performant sur la sonohysterographie et l'IRM, elle n'est pas toujours recommandée, mais des fois elle est utile pour guider des décisions thérapeutiques. L'hystéroscopie a réalisé d'énormes progrès en technique mini-invasive. Elle permet de visualiser directement la muqueuse de l'utérus, d'évaluer la cavité utérine pour les polypes, les caractéristiques de l'adénomiose et la présence de fibromes sous-muqueux. Bien sûr, c'est pratiquement les causes les plus fréquentes des saignements. Et permet surtout de faire des prélèvements de l'endomètre afin d'évaluer les glandes endométriales et le stroma de ce myomètre. L'imagerie pour l'échographie, elle permet l'exploration de l'utérus des annexes et l'épaisseur.
On a aussi le Doppler en cas de suspicion de pathologie maligne ou de malformation artério-veineuse. La 3D pour l'exploration du myomètre. Pour l'IRM, la topographie exacte du fibrome, ça va permettre des décisions chirurgicales et faire le diagnostic, s'il y en a, de l'adénomyose. L'hystéroscopie, c'est la visualisation de la cavité utérine et permet de faire des prélèvements pour la biopsie. Ce prélèvement de dossier endométrial permet d'exclure une hyperplasie ou un carcinome. Il est indiqué devant toute femme de plus de 45 ans qui présente des saignements utérins anormaux. Pour les femmes plus jeunes, aux antécédents d'exposition aux oestrogènes, soit des femmes obèses ou des femmes connues par le syndrome des ovaires polykystiques. Le prélèvement, c'est-à-dire par hystéroscopie ou à la limite par curetage biopsique, pour les saignements utérins anormaux, persistants malgré un traitement médical bien conduit. Pour les femmes de moins de 45 ans, avec apparition une nouvelle apparition de saignements utérins anormaux, et dans l'endomètre, à l'échographie, il a été mesuré de plus de 8 mm. Ou avec des saignements utérins anormaux persistants de plus de 6 mois, et même si l'endomètre, il est autour de 3 mm. Alors, l'évaluation de l'endomètre, on a deux bras. L'histopathologie de l'endomètre, recommandée chez toute femme avec saignements utérins anormaux de plus de 40 ans et de moins de 40 ans s'il y a de risques ou de facteurs de risque pour le cancer de l'endomètre, c'est-à-dire des saignements irréguliers, obésité associée à l'hypertension artérielle, épaisseur endométriale supérieure à 12 mm, des ovaires polykystiques, des antécédents de cancer de l'ovaire, du sein, du côlon ou de l'endomètre, ou une prise de tamoxifène qui est un traitement pour le cancer de l'endomètre. Alors pour ce qui est de l'évaluation, c'est très important. L'objectif du traitement du saignement utérin anormaux aigus ou chroniques, c'est de réduire la perte de sang actuelle et future et de corriger l'anémie. Pour les patientes présentant une instabilité hémodynamique, là c'est différent. On a besoin d'hospitaliser cette femme et voire même penser à un tamponnement intra-utérin pour stopper cette hémorragie. Une supplémentation en fer initiée si l'anémie a été identifiée, avec suivi bien sûr de taux d'hémoglobine, d'hématocrite, de ferritine pour corriger ce manque en fer. Pour ce qui est de l'orientation étiologique, c'est un peu compliqué cette plaque, mais c'est très simple. À partir de l'évaluation initiale, on peut avoir soit une coagulopathie, et là, on définit le saignement utérin anormaux de Cohen, c'est-à-dire le C, soit une prise médicamenteuse, iatrogène, soit c'est les investigations qui peuvent soit présenter des saignements, donner un bilan normal, et là on a besoin d'un prélèvement endométrial, soit on est devant une hypertrophie ou endométriale à l'imagerie, là aussi on a besoin de prélèvement, ou anomalie déjà structurale suspectée. Vous voyez que le prélèvement endométrial occupe une place importante. Donc, soit on découvre à gauche de l'adénomyose, à l'IRM ou à l'échographie, fibrome ou polype, soit à l'examen endométrial, on découvre soit qu'il y a une hyperplasie ou carcinome, et là on va suivre le saignement utérin anormaux concernant la malignité, soit la bénignité elle est confirmée et on est devant un dysfonctionnement ovarien ou anomalie endométriale. Donc pour ce qui est des options thérapeutiques, on a les options thérapeutiques médicales et les options thérapeutiques chirurgicales. Pour ce qui est du médical, on a le système intra-utérin, lévonorgestrel, on a les antifibrinolytiques, on a la contraception orale combinée, on a les gonadotrophines, on a les progestatifs et on a les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour l'option chirurgicale, on a l'endométrectomie pour les femmes sans désir de conception et ce n'est pas indiqué pour les utérus qui sont assez larges. Bien sûr, dans le cas des fibromes, on a la myomectomie ou à la limite des embolisations, l'hystérectomie qui est un traitement définitif mais qui n'est pas une indication de première intention. Alors, le choix médical, il va dépendre de l'état clinique et général de la patiente, de désir de fertilité et si, oui ou non, il y a suspicion de malignité. L'option chirurgicale va dépendre de la stabilité clinique, surtout hémodynamique, la sévérité de ce saignement,
les contre-indications ou mauvaises réponses au traitement médical, c'est-à-dire échec au traitement médical, mais surtout des désirs de grossesse. Alors, rapidement, on va parler des algorithmes pour chaque bras. Alors, pour ce qui est des polypes, on a en cas de polype endométrial unique, c'est la polypectomie par hystéroscopie, surtout pour les femmes jeunes. Pour les polypes multiples ou pour les femmes non désireuses de grossesse, on fait une polypectomie par hystéroscopie. Si on confirme la bénignité, on a recours au système intra-utérin. Et si malignité, on va rejoindre la prise en charge dans le cas de malignité. Pour ce qui est de l'adénomiose, pour les femmes non désireuses de grossesse, on a les gonadotrophines avec ADBEC thérapie ou le système intra-utérin. Si échec ou refus, bien sûr, c'est l'hystérectomie ou l'endométrectomie hystéroscopique. Pour les femmes, par contre, pour les femmes désireuses de grossesse, si la grossesse désirée, mais elle est retardée, elle ne veut pas de grossesse tout de suite, on a recours au système intra-utérin, au lévonorgestrel. Si refus ou échec, c'est le traitement aux gonadotrophines avec ADBEC thérapie. Et si échec, on peut passer au progestatif, la contraception orale combinée ou au danazole. Pour ce qui est la prise en charge en cas de fibrome, ça c'est un autre chapitre beaucoup plus développé. Là, la prise en charge doit être individualisée car elle va dépendre de nombreuses variables telles que l'âge, la parité, les symptômes, le désir de grossesse, l'association à l'endométriose du polype, la localisation du fibrome et j'en passe. Pour ce qui est de l'algorithme de la prise en charge en cas de malignité, si la lésion maligne elle est confirmée, ça c'est le protocole de la prise en charge de tumeurs malignes, et si c'est juste une hyperplasie endométriale, si elle est sans atypie sur le système intra-utérin, sinon c'est les progestatifs, ici échec, on passe à l'hystérectomie. Lorsqu'il y a des hyperplasies avec atypie, l'hystérectomie elle est indiquée. Alors pour le bras Cohen, les recommandations en cas de coagulopathie, chez ces patientes atteintes de coagulopathie, et on le voit souvent chez les jeunes et les adolescentes, on aura besoin de consultation avec l'hématologue. On a recours par des traitements non hormonaux, c'est-à-dire l'antifibrinolytique, l'acide tranexamique en option primaire, et le traitement hormonal, ça peut se baser sur la contraception orale combinée, le système intra-utérin lévostrel en option secondaire. Alors, pour ce qui est de la dysfonction ovarienne, c'est les femmes ne souhaitant pas concevoir actuellement, les contraceptions orales combinées utilisées comme traitement de première intention pendant 6 à 12 mois. Les progestatifs pendant 21 jours comme traitement initial dans les épisodes aigus de saignement pour la prise en charge à court terme de 3 mois. Et il est suggéré d'évaluer la réponse après 1 an de prise en charge médicale pour juger la poursuite ou l'arrêt du traitement actuel. Alors, chirurgie si saignement utérin anormal persistant ou ou échec de la prise en charge médicale, si les contraceptions oraux combinées sont contre-indiquées ou si la patiente refuse ce choix, le système intra-utérin est recommandé pendant au moins 1 année. Chez les adolescentes atteintes de dysfonctionnement ovarien, des traitements hormonaux ou non peuvent être prescrits. Pour ce qui est de l'endomètre, la prise en charge des anomalies des saignements intra-utérins anormaux en rapport avec l'endomètre est pratiquement similaire à ce qu'on vient de dire concernant l'ovaire. Pour ce qui est de la prise, le saignement suite à des prises médicamenteuses, les patientes avec des saignements irréguliers en rapport avec la prise d'œstrogène, progestérone ou androgène, prise d'agonistes de la gonadotrophine, l'anti-aromatase, les modulateurs sélectifs des récepteurs de la progestérone, les héparines, la présence de dispositifs intra-utérins. Dans ce cas, dans la mesure des possibles, les médicaments qui sont la cause de ce saignement ou qui sont suspectés doivent être remplacés par d'autres alternatives. Pour ce qui est du saignement intra-utérin idiopathique, c'est-à-dire non actuellement défini, avec désir de contraception, on a le système intra-utérin lévostrel qui est recommandé en première intention. Si contre-indication ou refus, c'est la contraception orale combinée comme deuxième ligne. On peut utiliser, dans le cas de saignement cyclique ou prévisible, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou l'acide tranexamique qui sont recommandés. Si échec
traitements médicaux, chirurgicaux, conservateurs, les agonistes à gonadotrophine sont recommandés et l'hystérectomie ne peut être posée qu'en dernier recours. L'embolisation, elle est de mise lorsque l'artère utérine est recommandée dans le cas de malformation artério-veineuse. Là, c'est le résumé de ce qu'on vient de dire, je ne vais pas tarder. Alors, en résumé, les saignements utérins anormaux sont un problème fréquent de la ménarche à la ménopause. Le système Palm-Cohen permet de simplifier la démarche diagnostique et thérapeutique et permet d'optimiser la conduite. La prise en charge adéquate permet d'éviter les hystérectomies abusives, surtout avec le nouveau paradigme que même les femmes non préménopausées souhaitent conserver ses chances de procréation, faisant disparaître la notion de femme jeune. Et je vous remercie.